parce qu'on a beau être expert comptable, il ne faut pas croire qu'on soit sur les tableaux de bord et les indicateurs. Mais on a quand même réussi ça. Et sauf que... Voilà. Donc là, c'est là où j'en suis à peu près aujourd'hui, et depuis juillet 2023, c'est mon sujet du moment. Globalement, sur la partie satisfaction client, on est OK. Sur la partie tirer les problèmes, voir les problèmes des collaborateurs, on est plutôt OK. Sur la partie résolution de problèmes, on est plutôt OK, même si les gens ne collaborent pas assez pour les régler. Par contre, je suis complètement à l'ouest sur tout ce qui est just-in-time, flux tiré, Kanban en pièces. Je suis complètement à l'ouest sur tout ce qui est standard et plan de lissage, etc. Alors vraiment, on n'a pas bien réussi là-dessus. Et je suis plutôt aussi à l'ouest sur tout ce qui est maintenance et Kaizen, puisque finalement, j'ai pas réussi à... On détecte des problèmes, on les règle, mais il n'y a pas d'apprentissage derrière et on ne va pas chercher les améliorations vraiment. Voilà. Bon, il y a deux raisons à ça. J'ai pas encore réussi à craquer comment je donne de la dispo à mes team leaders pour qu'ils puissent le faire vraiment. Et c'est là où j'ai un peu du mal en tant que dirigeant. Ça a mis du temps à se débloquer dans ma tête. Comment je vais faire pour laisser une journée par semaine à un team leader de non productif sur des sujets qui vont peut-être pas me rapporter tout de suite. Et c'est là où ça a été compliqué, ça m'a mis un peu de temps à le comprendre, et là ça y est, j'ai compris, et là maintenant je peux mettre l'intensité qui va bien se passer, qui va aller. Voilà. Tout ça, ça génère quand même beaucoup de stress et beaucoup de galères pour moi. Ouais, voilà, j'étais trop vite du coup. Voilà. Donc tout ça, c'est tous les problèmes que j'ai qui me pètent à la gueule en juillet et qui me démoralisent un petit peu. Et donc le fait d'avoir fait cet exercice, c'était cool parce que finalement, en se remettant dans le passé, on se dit quand même on a réussi 2-3 trucs. Je suis un éternel insatisfait pour ceux qui ne me connaissent pas et du coup, je ne suis jamais satisfait de rien. Moi, je veux toujours l'étape d'après, je veux toujours aller chercher le truc d'après. Et donc, c'est mon sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Je fais souffrir les collaborateurs. J'ai tellement regardé les clients, j'ai tellement regardé où je voulais aller et j'ai tellement donné un challenge clair, entre guillemets, sur cette partie que les collabs, ils ont tous foncé. On a une blague avec une de mes collaboratrices, Majda, c'est que si je lui dis va jouer sur l'autoroute, elle me dit oui, patron, j'y vais, et elle y va. Mais le problème, c'est que du coup, ils souffrent pour réaliser les tâches qu'on attend d'eux et ils sont en galère sur plein de trucs. Et c'est en partie ma faute, puisque c'est mon premier apprentissage du Lean. C'est regarde pas qui fait mal, c'est la faute du patron en fait. Donc laisse tomber, regarde-toi ce qu'il faut que tu fasses pour améliorer ta boîte. Donc on a plein de faux départs sur les pièces, on a des surcharges, problème de qualité, on n'est pas super fort sur la formation, puisque j'ai pas bien défini les standards et qu'on n'a pas bien défini ensemble les standards. Et le peu de dispo que je laisse aux team leaders, ils se font bouffer par les imprévus, puisque j'ai à peu près 20% de croissance organique par an. Donc ça met un peu d'imprévu. Il faut savoir que dans notre business, quand je rentre un client, c'est 2 fois le temps normal de la mission. Donc si je fais 20% de croissance, ça correspond à 40% de croissance en température ressentie pour les équipes. Voilà. Et personne ne s'occupe des problèmes types du cabinet. Je m'occupe des clients, je m'occupe de la stratégie, mais je ne m'occupe pas des problèmes types du cabinet. Et du coup, on n'a toujours pas réussi à craquer le sujet de collecte de données, qui est un des problèmes types, et on n'a toujours pas réussi à craquer complètement le problème de surcharge de la période fiscale. On a eu des améliorations, mais dès qu'il y a un peu de variabilité, dès qu'il y a un peu d'imprévu, on retombe et on se refait mal. Et on passe très peu de temps collectif à s'améliorer et à apprendre, et à vraiment capturer les apprentissages. Tac. J'aime bien les citations. Du coup, ma réflexion de juillet, c'est arrête de faire ce que tu fais parce que ça ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qu'il faut que tu remettes en question? Et sois pas fou, essaye pas de faire fais pas la même chose, sinon tu vas avoir le même résultat, donc il faut vraiment que tu changes ton fonctionnement. Et donc voilà la remise en question que j'ai faite. Comme je suis quelqu'un d'intuitif, et que j'étais plutôt connecté au terrain, j'ai le sentiment que j'ai les bons inputs. Sauf qu'en fait non, puisque quand tu as une équipe de 10 personnes, encore tu peux à peu près sentir ce qui se passe. Quand tu as une équipe de 30 personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme disait Mathieu, les team leaders, ils te remontent des trucs, mais est-ce qu'ils te remontent les bons trucs? Donc, mon travail à moi et mon parcours à moi, c'est de remettre dans ma réflexion d'intuitif des vrais inputs concrets, donc d'aller sur le terrain, de regarder ce qui se passe. Et donc, Gemba. On en parlait tout à l'heure encore avec Mathieu. Au Lean Summit, Michael Mallet, je pense qu'il l'a dit 154 fois en disant les dirigeants, vous êtes vraiment des idiots, vous n'avez toujours pas compris ça, et pourtant c'est la clé. Donc voilà, depuis septembre, je refais des Gemba régulièrement, et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Je vois plein de trucs qui déconnent, et plein de trucs qui ne sont pas compliqués à résoudre et qui peuvent vraiment générer beaucoup d'apprentissage. Et je veux remettre de l'intensité sur l'analyse des pièces et le management visuel. On ne peut pas avoir une discussion. On est souvent en fait cantonné dans le passé à des discussions entre personnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi? Et en fait, on se rend compte que quand on parle d'une pièce ou qu'on discute sur une pièce,
la discussion elle est totalement différente, elle est orientée sur un sujet, elle n'est pas orientée sur la personne, et la façon dont ça va être communiqué, la façon dont on va travailler dessus, ne sera pas du tout la même. Et du coup, j'ai bien aimé ton truc du stylo tout à l'heure. Maintenant, quand je fais un échange sur une analyse de pièces, je vais regarder à quel moment je passe le stylo, ou à quel moment on prend le stylo. Ça va être mon indicateur que là, la personne elle est en train de prendre en charge son problème et elle est en train de commencer à comprendre un truc. Et j'essaye de bien fermer ma gueule pour pas donner mon avis. C'est un peu compliqué pour moi des fois. Donc, le challenge pour moi, c'est de stabiliser l'activité aujourd'hui. Donc, c'est cool, j'ai des ingénieurs et des patrons d'usine avec qui j'échange régulièrement, et du coup, il faut que j'arrive à comprendre comment je vais lisser ma demande client. Si mes clients ne me livrent pas d'informations, je ne peux pas faire mon travail. S'ils me le livrent jamais, je suis complètement bloqué. Et donc, c'est mon prochain challenge, c'est dans les problèmes types, on va essayer de faire en sorte de préparer le bilan petit à petit, plutôt que de le préparer tout d'un coup au mois de février, au mois de mars ou au mois de mai, si vraiment on est à l'avant. Et du coup, je me suis un peu mis en mode ingénieur et je passe du temps sur le work content de mon produit, donc vous avez un exemple ici, en essayant de décortiquer le plus possible la pièce et le plus possible d'aller à la pièce la plus simple possible. Et ce qui se passe depuis septembre, c'est qu'en faisant ça, en fait, on met tout le monde d'accord très vite sur le standard de la pièce et comment il faut traiter la pièce. Je vous donne un exemple. Nous, un des sujets qu'on a, c'est le journal de banque. Donc il faut que la banque cadre avec le relevé bancaire réel. Tout le monde comprend ça. Le junior, le senior, le team leader, le patron. En 5 minutes, on se met d'accord sur comment faire. On peut commencer à réfléchir à une amélioration. Et même le junior peut proposer des trucs puisqu'il maîtrise ce geste. On avait essayé avant, en partant du bilan, de la déclaration de TVA ou d'autres, et en fait c'est tellement complexe, il y a tellement de ça dépend. La personne qui a posé la question sur le sérieux dit 8 fois par Mathieu. Moi, quand je commence à avoir dire ça dépend 4 ou 5 fois dans ma discussion, je me dis il y a un truc qui déconne, ma pièce elle est trop complexe, il faut que je réduise, il faut que je simplifie. Et du coup, ça c'est ma partie à moi en tant que dirigeant IT du cabinet, c'est comment je stabilise mon environnement de travail, comment je fais en sorte qu'il n'y ait pas de panne, comment je fais en sorte que chacun ait tout pour réussir, que son ordi fonctionne et tout ça. Et si j'arrive à faire cette stabilité, si j'arrive à vraiment moi bosser sur ces problèmes types avec mes team leaders, j'espère que ça va pouvoir dérouler sur les standards et la formation. Aujourd'hui, mes team leaders, ils forment les équipes, mais ils forment les équipes à leur geste, c'est une tradition orale. Et comme on n'a pas beaucoup réfléchi sur nos produits et que je n'oriente pas vraiment mon regard là-dessus, on se retrouve en fait à pas avoir vraiment de standard, ou en tout cas pas bien défini, ou en tout cas pas sur un niveau de granularité suffisant. Et donc je vais challenger les team leaders sur ces deux sujets. Quelles sont les pièces? Capturez-moi vos standards et comment vous allez expliquer la valeur des gestes que vous faites à vos juniors. Il y a un truc qui m'agace, que j'arrive pas à traiter, c'est qu'en fait il y a une espèce de phénomène où comme le patron regarde le client, le team leader regarde le client, le junior regarde le client, et personne ne regarde les pièces. Personne ne regarde la compta, personne ne regarde la tenue. Et du coup, l'évolution classique dans un cabinet, c'est moi je veux plus faire la saisie, c'est trop chiant la saisie. Et ouais, sauf que moi quand je fais un gamma, je dis si vous voulez que je fasse une écriture, je la fais en fait. Ça a vraiment du sens une écriture, ça peut vraiment apporter quelque chose. Et la classification en elle-même, pour ceux qui connaissent Régis Medina, la notion de craft, sur une écriture comptable, il y a vraiment du craft. Il y a plein de robots, il y a plein d'OCR, il y a plein de choses qui simplifient la codification. Mais il y a une vraie créativité qu'on peut avoir sur ce domaine et il y a peu de gens qui le comprennent. Et donc c'est mon alerte à moi, quand un team leader me dit « moi j'ai pas tellement envie de faire de saisie », je me dis « il y a un truc qui déconne, il n'est pas vraiment passionné par ce qu'il fait, il n'est pas vraiment dans son geste ». Voilà. Et du coup, une fois qu'on aura progressé sur les standards et la formation, j'espère qu'on va réussir à faire une vraie boîte de lissage avec un One Piece Flow et qu'on pourra avancer sur la partie plan de lissage pour réussir un petit peu tous les jours et bien découper les produits qu'on doit livrer en petites pièces travaillables, plutôt que de faire un gros lot énorme où on n'est pas clair sur ce qu'on doit faire, on n'est pas clair sur les attendus, etc., etc. Et pour moi, c'est le résumé de ce que je voulais dire. Je pense que j'étais un peu vite, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, cool. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Voilà. Il a soif, il a soif. Merci beaucoup Thomas. Des questions? Ah, Raphaël. Ouais, merci pour l'histoire que tu nous racontes et puis de ton entreprise, c'est vraiment passionnant. Moi j'ai une question, tu as parlé un peu d'IT, alors c'est un peu décalé. Est-ce que tu utilises des outils digitaux au-delà du livre, donc ça, dans l'idéal digital,
mal incarné, comme par exemple du process mining, du big data, ou pourquoi pas de l'IA pour simplifier en fait justement des tâches qui sont un peu peut-être répétitives. Je ne veux pas être méprisant en disant ça, Oui. mais pour pas enlever l'humain, mais simplifier ton workflow et revenir vraiment à l'essence où l'humain a de la valeur ajoutée. Alors c'est un truc où je suis pas très fort, mais par contre j'ai des clients qui le sont, et donc qui me challenge là-dessus, et donc, enfin pas très fort. Quand je regarde ce que je sais faire par rapport à ce que certains de mes clients savent faire, je pense notamment à un client que j'ai qui a 25 ans et qui m'irrite un peu par son talent, je suis un peu jaloux. Là je suis vraiment nul. Par contre quand je regarde ce que les autres experts comptables font, je suis pas si nul que ça. Le Lean m'a permis, avec Luc, on a beaucoup progressé sur nos produits, et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un truc. Donc sur la partie innovation de notre OBA, en fait lui regarde la partie SIRH puisqu'il s'occupe de la partie sociale. Moi je regarde la partie BI, intelligence artificielle, no-code, etc., etc. Et donc aujourd'hui on a 2 équivalents temps plein qu'on finance et qu'on est content de financer et on n'est pas stressé par ça parce que comme là qu'on a une pratique Lean, on dit qu'on va arriver à quelque chose et donc on a 2 équivalents temps plein qui font que ça en fait, qui progressent là-dessus. Par contre j'ai pas encore été voir les attentes clients par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que dans notre métier, je pense que depuis que je suis dans la comptabilité, on dit qu'il faut faire des tableaux de bord, c'est ce que les clients veulent. En vrai, quand j'essaie de vendre un tableau de bord à un client, il n'en veut pas en vrai. Ce qu'il veut, c'est que quand il m'appelle, il a une réponse à sa question, et s'il a besoin d'une info sur son système d'information, on lui donne. Et donc c'est tout mon travail, c'est plutôt fluidifier le système d'information que simplifier le geste, parce que par rapport aux OCR et aux outils qu'on utilise, on a déjà un geste qui est plutôt simple. Par contre, il n'y a pas ce craft dans le geste. C'est vraiment ça qui manque. C'est comment donner aux gens la vraie passion du métier et de comprendre que ce geste-là qui paraît anodin, en fait, il est super clé dans l'histoire qu'on va raconter aux clients derrière. Merci, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai presque envie de changer de comptable. Alors moi qui suis entrepreneur, je voudrais témoigner sur la digitalisation. Parce qu'on nous a donné des belles applis. C'est vrai que ça nous simplifie un peu la vie. Vous avez dû faire ça aussi pour vos clients, rentrer les notes de frais, etc. Mais j'ai un peu l'impression de faire votre boulot. Et donc, du coup, c'est comme quand on appelle chez SFR et puis qu'on est le client et on fait en même temps la réclamation et la recherche de solutions. Bon, je provoque un peu là-dessus, mais c'est quoi les feedbacks de vos clients? Effectivement, vous leur simplifiez le digital, mais sur ce sujet. En fait, il y a 2 réponses. Donc moi, je suis spécialiste du digital dans mes clients. Donc tous mes clients à moi, Jonathan, Toinon, tous, si j'arrive avec un papier ou un truc qui n'est pas digital, ils me mettent un coup de boule. Donc je ne peux pas faire de papier. Et ils sont déjà foutus dans leur tête pour avoir tout digitalisé. Donc en fait, ma valeur pour ces clients-là, c'est de me plugger sur leur système pour que ça soit le plus fluide possible pour eux. Et après, j'ai encore mes artisans, mon plombier, mon électricien, etc., où eux, ils me font la même remarque qu'eux. Globalement, avec les applis qu'on peut utiliser, où il y a un combo qui marche bien sur les petits dossiers, c'est Conto et Pennyline, le gain de temps est énorme pour vous, parce que en fait, vous scannez quand vous sortez du restaurant, vous scannez votre pièce. Et en fait, quand on réfléchit aux outils, pour élargir le sujet, quand on réfléchit aux outils, je ne réfléchis pas au temps que je vais gagner, en fait. Je réfléchis à l'usage client et comment lui simplifier l'usage client. Moi, je me suis pris comme client type, et on a souvent des échanges avec Christophe aussi là-dessus. Donc Christophe et moi, en termes de clients pour le cabinet, on est un TPE indépendant qui facture pas beaucoup et qui a globalement que des frais de déplacement. Moi, j'utilise Conto, et depuis que j'utilise Conto, ma collaboratrice, Cécile, elle est à jour. Dès que je sors du resto, je prends en photo mon truc, ça se met dans Conto, ça se déverse dans Pennyline. Pour vous, franchement, il n'y a pas de perte de temps, il y a des connecteurs qui se mettent, donc vous n'avez même pas besoin de réfléchir à comment vous allez faire. Et du coup, à la fin, Cécile, elle reçoit la et du coup, quand j'ai une question à lui poser en disant « Est-ce que j'ai déconné sur les cadeaux clients ?», elle peut tout de suite me dire « Non, c'est bon, t'inquiète, le sac de ta femme, on le voit pas, c'est bon, nickel. » Donc, en fait, ça change le paradigme de discussion. Je sais pas si... Pardon, j'avais pas besoin d'être convaincu. Ma question, c'est est-ce que vous écoutez cette voix-là du client? Qu'est-ce qu'ils vous disent de ça? En fait, on s'adapte sur les... Moi, j'ai quasiment plus de clients que papier, parce qu'on a réussi à leur expliquer le gain de temps qu'ils allaient faire, mais j'ai encore des associés qui sont avec des clients un peu âgés ou un peu bien organisés, en fait, mais dans une organisation de papier, et on s'adapte à eux, en fait. Dans le process, on rajoute une étape. J'aurais pu vous le montrer dans mon work en tête, mais dans ma collecte des pièces, en fait, j'ai une étape scan. Si tu veux que moi, je scanne les papiers, que moi, je m'occupe de ça, il n'y a aucun souci. En fait, dans la démarche, on va toujours s'adapter au client. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, le temps joue pour nous. C'est qu'en fait, dans 2 ans, il y a un truc qui s'appelle la facturation électronique qui va arriver.
Et donc finalement, tous les documents achat-vente seront dématérialisés. Donc mécaniquement, vous, en tant que client, ça vous fera moins de galère parce que ce sera plutôt automatisé, et moi, en tant qu'expert comptable, c'est pareil. Donc, voilà. Mais quand je réfléchis aux outils, je réfléchis pas au temps que je gagne, je réfléchis à l'usage pour mes clients. C'est bien parce qu'en même temps, on a un petit cours sur comment ça marche et tout. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. En fait, Mathieu nous a mis sur la voie des cours d'apprentissage et de voir sa boîte comme je sais pas, j'ai envie de dire ça, un réseau de cours d'apprentissage. Et toi, à un moment donné, tu parlais de standards. Comment tu t'appuies sur les standards ? Justement, c'est que j'ai un petit peu du mal à m'appuyer sur les standards puisque je les ai pas bien encore définis moi-même, parce que, enfin, le truc qui m'a mis une claque dans la gueule, je voulais le mettre en titre, mais je n'ai pas osé. Le truc qui m'a mis une claque, c'est qu'on a essayé de faire une journée Kaizen avec Christophe, et on est parti sur la demande client. Comment faire une bonne demande client. On a préparé le truc, on a fait une demi-journée avec mes team leaders, ils ont mis 5 heures à se mettre d'accord sur ce que c'était qu'une bonne demande client. Et bon... Et j'étais pas forcément d'accord avec eux en plus, donc c'était ouf. Wow. Et on fait la journée, et en fait, toutes les demandes clients, je crois qu'on en a fait 100 dans la journée, il y en a 80 qui partent pas parce que faux départ, parce que comptable, parce que banque pas ok, parce qu'il manque les pièces, parce que si, parce que ça, parce que ça. Et donc nous, en tant qu'on regarde ça de haut, on se dit quand même une demande client c'est important, si on la fait de la bonne manière, le client il va être plus content, il y a une manière de la faire, mais en fait on n'était même pas capable de la préparer la demande. Et donc c'est là où je me suis dit, putain, ça déconne. Et du coup, c'est là où je me suis dit, si tu prends une pièce trop grosse, tu galères à définir un standard commun. Christophe, quand il est venu en Gemba, il nous a parlé de village gaulois. C'est exactement ça, en fait. C'est qu'un comptable, il a sa vision à lui de comment il doit faire. Mais sa vision à lui tout seul. Et sa vision, elle n'est pas orientée client, en plus. Donc en fait, j'ai un village gaulois par collaborateur. Et donc comment je fais pour qu'ils communiquent ensemble ? Il faut déjà que je trouve le plus petit dénominateur commun qui va me permettre de définir un standard commun. Et avec le cadrage de la banque, j'ai eu pas mal de réussites parce que tout le monde se met d'accord très vite sur ce que ça veut dire et ça me permet de faire mon standard rapidement et ça me permet d'échanger sur les bacs rouges du coup liés à ça. Parce que c'est une pièce très simple à cadrer. Voilà. Mais c'est le travail que j'ai pas bien fait. Je suis plutôt en système mentoring et en coaching dans mon fonctionnement, donc c'est beaucoup de tradition orale. Et comme c'est moi le dirigeant, c'est moi qui ai ma boîte par rapport à ça. Et donc mes team leaders, ils sont un peu pareils, quoi. Tradition orale et soutien. Donc il faut qu'on change ce truc-là et qu'on capture plus. Vous avez vu son débit de parole ? Tu prends l'exemple sur Jonathan, du coup. Je remarque des liens entre vous. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un duo avec John, mais je suis pas sûr que les gens soient prêts. On n'est pas prêt pour ça. Est-ce qu'on a une question ? Tac, Mathieu. Mathieu, pose-la la question, Mathieu. Tu as beaucoup parlé du Gemba à un moment donné. Et alors je suis au même stade, donc c'est pas un... J'essaie juste de voir, est-ce que tu as prévu de faire tes Gemba clients ? C'est-à-dire en fait, comment tu pourrais procéder pour... Alors le Gemba client, en fait comme on est... Enfin, hop, tu peux me remettre la maison juste en support ? Ce sera plus parlant, parce que c'est ce qui me... C'est rien que d'avoir réussi à faire ça, moi je suis content de ma journée, parce que ça m'a forcé à régler les bons trucs. Globalement, en termes de Gemba client, on est pas mal en fait. Mes team leaders et mes collaborateurs, comme je suis à fond là-dessus, et que je regarde quasiment que ça, je suis pas mauvais sur la compréhension du client, je suis un peu moins bon sur l'exécution et sur la production. Et donc du coup, le Gemba client, quelque part, chaque personne, même si on l'a pas explicité, même si on l'a pas défini, même si on l'a pas capturé dans des standards, chaque membre de mon équipe a ce truc d'écouter le client et de demander ce qu'il veut et de lui poser la question pour que ça avance. Je sais pas si c'est ça dont tu voulais parler. Du coup, j'affine. Vas-y. Comment toi, tu fais ton Gemba client pour t'assurer que derrière, en fait, on ne crée pas de tension avec les dirigeants, tu vois, comment tu t'intéresses au client pour comprendre de quoi il a besoin, d'une appli, d'autres, tu vois, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Dans la progression qu'on a eue, en fait, on a défini avec mes équipes des fréquences de contact client. Et donc là, pour le coup, j'ai un tact. J'ai des missions où c'est un tact annuel, il y a des missions où c'est un tact trimestriel, il y a des missions où c'est un tact mensuel, et il y a des missions VIP où tu m'appelles quand tu veux, à n'importe quelle heure. Je suis là, je te réponds.
Tu rigoles, mais quand il y a eu le Covid et qu'il y a eu le discours d'Edouard Philippe, moi je suis resté au téléphone jusqu'à 4h du matin avec le client. C'était marrant. Ma femme, elle en pouvait plus. J'ai cru qu'elle allait me mettre un coup de boule. Donc du coup, cette disponibilité-là, on la provoque et on l'a formalisée dans nos missions, et donc on a un standard de fonctionnement. Et on l'explique de plus en plus précisément aux clients, et donc il y a moins d'écart en disant « tu m'as vendu un forfait, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans ». Au début de la démarche Lean, quand j'ai commencé, c'était « Thomas, tu te factures un forfait, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Aujourd'hui, tu sais ce qu'il y a dedans parce que je te l'ai expliqué, je te l'ai réexpliqué, et on a vérifié qu'on était dans les clous par rapport à ça. Après, je challenge plutôt les team leaders là-dessus, mais on essaye de capturer les rendez-vous clients, et ils reviennent avec des choses, et quand ils reviennent avec ces choses-là, on les analyse s'ils ont besoin. Là, en ce moment, j'ai 2 pièces négo client à travailler avec Mathieu, et donc dans mon OBA, j'ai ces 2 pièces, et on échange sur comment faire pour obtenir le bon feedback, et communiquer sur le problème qu'il a pour le résoudre. Voilà. Mais c'est pas ce que j'ai envie de regarder en premier, parce que tu vois, avec 20% de croissance et ma renta qui augmente globalement, c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet du moment, c'est que je crame mes collabs et que mon usine fonctionne pas très bien. Donc c'est les 2 trucs que j'ai envie de regarder là tout de suite. Voilà. Cool. Qui veut un coup de boule de Thomas? Question, Camille? Merci beaucoup. Tu nous parles beaucoup d'usines, de pièces, de terrain, qui sont des termes qu'on comprend bien dans des univers physiques, usines, industrie. Tu es dans une activité pour le coup intangible de service. Comment les collaborateurs ils ont reçu ça en fait? Comment tu fais pour arriver justement à introduire un peu cette culture-là sans qu'ils te voient comme un ovni ou... Le post-it. Non, alors là-dessus, il y a un phénomène inverse. C'est que ceux qui font pas de Lean, parce que je force personne à le faire, mais ceux qui font pas de Lean se sentent un peu exclus. Donc c'est le truc inverse en fait. Ceux qui font du Lean, ils sont tout contents, ils ont des post-it, ils jouent avec, et des fois c'est un peu, on fait semblant. Hein. Mais ceux qui jouent pas, des fois ils se sentent exclus du truc. Donc là, par rapport à ça, mon sujet c'est comment j'intègre tout le monde dans la réflexion. Et globalement, c'est une page blanche, le tableau, vas-y pose des trucs, mets des post-it et on regarde. Voilà. Et il faudrait que j'ai mieux défini mon flux et que j'ai vraiment des kanbans et des boîtes de lissage pour pouvoir vraiment travailler sur des pièces concrètes où je puisse challenger les personnes. C'est un peu la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je vais en Gemba, soit je pars d'un cas, d'une pièce ou d'un problème, mais j'arrive pas à voir là où ça bloque en fait. Aujourd'hui j'ai un problème j'ai l'intuition que j'ai la capacité qu'il faut, mais mes équipes me disent qu'ils sont débordés, et je sais pas trop pourquoi. Donc petit à petit j'essaye de rentrer là-dedans et de comprendre. Et on n'a pas fait le travail de définir la taille des pièces. Un des membres de JWeb, Colin, il m'a posé une question, il m'a dit « Thomas, je comprends pas ton truc, tu répètes toujours les mêmes pièces tous les ans et t'as pas été capable de prévoir et de planifier ton truc ?» Non. Voilà. Donc voilà, on en est là. Mais du coup, les pièces, c'est le... Pardon. Ouais, du coup, moi j'ai une question aussi par rapport à ça qui me paraît plus, c'est que vous produisez des livrables qui ne sont pas demandés par vos clients et qui n'ont pas forcément de valeur, enfin pas tous, en tout cas quand je vois une liasse fiscale, moi ce qui m'intéresse c'est les 2 premières pages, le reste, quand j'ai besoin d'y aller. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes dans ce que vous évoquiez, c'est du coup, est-ce que vous imaginez que vous avez une marge de manœuvre entre le compliance et l'avratement de clients? Est-ce que à imaginer autrement? En tout cas moi j'aurais plein d'idées. Comme client. Oui, c'est exactement ça. Oui. En fait, on a 2 clients. On a un client administration fiscale avec son système bureaucratique de fonctionnement, et mon client, il est super content que je m'occupe de ça parce que ça le fait chier. Et il y a le client qui a envie, lui, de savoir où il en est de son business et comment on présente ses comptes joliment pour... mon client idéal, il veut un bilan super beau pour le banquier, le plus moche possible pour les impôts, et le plus beau possible s'il a besoin d'acheter une baraque ou un truc comme ça. Sauf que du coup, mon premier truc, c'est en fait, c'est qu'une seule pièce, donc il va falloir trouver le bon compromis entre ce que tu veux faire et ce qu'on va donner comme info à l'administration fiscale. Mais là, pour le coup, sur ces sujets-là, on essaie de tuer les gaspillages ou les tâches inutiles, parce que moi, je veux juste chercher de la conformité pour l'administration fiscale, et donc je vais juste m'occuper d'être conforme. Et aujourd'hui, les outils sont quand même relativement performants. Et donc, la pièce qui m'intéresse le plus, c'est la pièce bilan que je restitue à mon client, ou business review, ou business review. Et du coup, je vais pas trop m'inquiéter sur la conformité, puisque de toute façon, l'administration fiscale, globalement, on a peu de bacs rouges avec eux, et donc ça se passe plutôt bien, si c'était ça la question.
Oui, c'est ça. Par contre, oui, il y a une technicité à avoir là-dessus qui fait que je me retrouve avec une équipe qui a un profil très technique, qui n'est pas forcément de savoir-être. Et donc, comment je l'ai fait monter de technicien à gestionnaire de clients, quoi. Et c'est tout le sujet. Et j'ai vachement progressé aussi sur mon geste recrutement depuis que je m'intéresse plus à mon produit et depuis que je fais du lean. Parce qu'au départ, on regardait des compétences techniques, et maintenant, je regarde plus les compétences savoir-être que compétences techniques sur lesquelles on peut les former et qui peuvent acquérir. Je reviens sur les standards, et donc de ce que j'ai compris, vous avez commencé à revenir au dénominateur commun, la plus petite pièce de l'ensemble, plus essayer de mettre tout le monde d'accord. C'est mon test du moment, ouais, tout à fait. D'accord, j'avais demandé que c'était l'étape d'après. Je sais pas encore. En fait, j'ai fait l'exercice. J'ai fait un exercice où j'ai commencé à formaliser tout mon flux de production. Et en faisant ça, j'ai pris du recul. Je dirais qu'en le faisant, on voit des points d'accroche, on voit des trucs qui déconnent. Et du coup, je sais pas encore ce que ça va donner, mais je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je savais pas. Donc je vais aller voir en fait un gamin en disant tiens, ce process-là, je suis pas clair. Il y a des trucs que je pensais qui étaient ok, mais finalement, quand j'ai fait ma journée Kaizen, je me suis rendu compte que non. Et donc c'est ce truc-là où je vais mettre pour moi des pastilles au fur et à mesure. Et plus je verrai de pastilles rouges à un endroit, plus je me dis qu'il faut que je m'attaque à ce truc-là. Par contre, quand je vais faire ça, je vais regarder la sécurité du collaborateur. Le check, on s'est fixé avec mon équipe. C'est cette année, quoi qu'il arrive, on vous fait pas mal. Et donc, communiquez si vous êtes en difficulté. Dites-moi si vous galérez sur un truc, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas en sécurité ou qu'il y a une galère, il faut qu'on l'améliore. De la manière dont tu parles, tu le fais tout seul, en tout cas cette première Là oui, parce que c'est un exercice que mes team leaders ne sont pas en capacité de le faire aujourd'hui, et donc c'est un truc que je m'impose à moi pour me donner une ligne directrice quand je vais aller faire mes gemmas. Ça a complètement changé ma manière de voir, dans le sens où en juillet, août, c'est la période où j'aime bien réfléchir, et en août je me suis dit je vais faire des gemmas à thème, je vais aller faire un coup avec un team leader, un coup avec un autre, un coup avec Ibtissam qui est ma chef innovation, etc. Et on triera les sujets par rapport au Gemba qu'on aura décidé de faire. Et en fait, en faisant ça, je me dis non, c'est con, autant choper un sujet et aller voir un peu, en observant les opérateurs, ce qui se passe, et si le truc il est vraiment comme je pense, s'ils le font vraiment facilement ou pas, et si vraiment ça marche ou pas. Et une fois qu'on aura réussi à fluidifier tous ces trucs-là, mon hypothèse c'est qu'on va avoir beaucoup moins de gaspillage. Donc un projet pilote, qui ensuite après ouais. Là, j'en suis là et je vois déjà que rien qu'avec ce petit truc qui a l'air tout con, j'ai l'adhésion de toute l'équipe, ils comprennent tous où je veux aller, ils sont tous d'accord. Déjà en termes de leadership, c'est cool. Enfin, leadership, c'est pas le terme, mais en termes de tirer les gens dans la direction. Et comme tout le monde est d'accord, ils sont tous à regarder le truc. Et on a fait une liste en fait de tous les dossiers qui n'étaient pas ok par rapport à ce truc-là. Et on va pouvoir faire un tact et c'est parti, quoi. Combien il faut en traiter et comment on lisse le retard qu'on a pris. Et ça va nous faire progresser en fait sur l'échéance bilan, puisque si ça c'est cadré dès maintenant, je vais gagner du temps pour la suite. Et l'état d'esprit en fait il est là parce que globalement mes équipes, là maintenant, ils sont déjà en panique pour la période fiscale. Ils sont déjà en train de se dire comment on va faire pour gagner la guerre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, Les autres équipes à côté, ils sont là, ah c'est bon, c'est octobre, c'est cool. Et quand je discute avec mes associés, moi je suis en panique parce que je m'en veux, parce que je me dis putain ils sont en stress quoi les pauvres. Et les autres ils sont calmes, mais quand on discute avec les collabs des autres associés, ils sont calmes parce qu'ils se rendent pas compte. Ils veulent pas le regarder, parce que c'est un problématique qu'on n'a pas réussi à traiter. Donc là, laisse-nous tranquille, on se repose, et on verra ça en février. Les miens, ils sont déjà maintenant à se dire comment je vais faire pour tuer le truc. Et du coup, ils me challengent vachement plus. Voilà. J'ai encore une question. Du coup, ce qu'on dit, c'est que le fait d'avoir le TPS en tête permet de raccrocher les indicateurs financiers macro d'une boîte à ce qu'on voit réellement sur le terrain et d'identifier les bons drivers sur le terrain qui expliquent pourquoi notre marge est comme ci ou comme ça. Le fait d'avoir maintenant ça en tête, qu'est-ce que ça change dans la manière dont tu abordes le conseil, ta mission de conseil auprès de tes clients sur la lecture des chiffres que tu leur apportes? Tu veux dire l'application du TPS dans la lecture des chiffres? Oui, par exemple, si je suis ta cliente, tu me dis, voilà, je t'explique ton EBE, comment il est.
le fait d'avoir maintenant la boussole Lean en tête, qu'est-ce que ça change dans ce que tu vas me raconter sur les chiffres en tant que cliente? Ça dépend. Ça dépend si je connais ton terrain ou pas en vrai. Parce que quand je vais voir John, je prends lui, je connais tellement JV Web que j'ai une idée de où ça déconne. Et après, je ne sais pas te répondre à ta question, parce que la posture... c'est pour moi, un expert comptable, il va aider son client à décider, il va donner des pistes, un cadre, et je vais te laisser choisir où tu veux aller en fait. Donc je vais poser des questions. C'est plutôt un game bar en fait pour moi, le rendez-vous bilan. C'est regarde, moi j'ai compris ça de la vision de ta boîte, c'est ce que j'ai compris. Déjà, est-ce que tu es d'accord? Parce que quand j'ai débuté, des fois j'étais pas d'accord avec le client sur le résultat, donc c'était un peu galère. Tu sais que le client il est en déficit, mais lui il le sait pas, il pense qu'il est en bénéfice. Donc, tu peux avoir des écarts comme ça en rendez-vous client, tu vois. Pour ça il n'y en a plus, c'est fini. Mais du coup, je vais essayer de t'aider et tirer les sujets par rapport à ce que je vois dans tes comptes. Et mon terrain de jeu à moi, c'est tes comptes. Et je vais te dire, là, je vois que par rapport à la rémunération que tu voulais avoir, ton niveau d'activité il est un petit peu faible. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu augmentes ton niveau d'activité ou quelle est la difficulté que tu as pour augmenter ton niveau d'activité? Je pense à un client artiste où il compte pas du tout ses heures. Et du coup, on a réfléchi en fait à faire un ratio en disant, viens, compte tes heures un peu pour voir comment le ratio chiffre d'affaires versus temps passé, et ça lui parle vachement plus que quand je lui donnais ses recettes avant. Donc le TPS m'aide à guider mon questionnement client pour le faire réfléchir sur ses chiffres, mais je suis pas sûr d'avoir une démarche qui serait plutôt du coach en mode posture basse comme disait Raphaël tout à l'heure. Cool, merci Thomas infiniment. Moi je vois beaucoup de parallèles par rapport à Mathieu. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as présenté, c'est la façon dont les outils Lean ne sont pas utilisés pour faire des choses aux gens, mais pour pouvoir les embarquer et avoir des conversations, ce que tu disais tout à l'heure. Et je vois vraiment le côté stratégique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a qu'est-ce que je vais apporter plus de valeur à mon client, mais d'un autre côté, comme tu disais, grâce au fait que les gens réfléchissent en permanence, on a absorbé la crise Covid beaucoup plus facilement que si on ne l'avait pas fait avec Sanding. Et puis pour le coup, la base du TPS pour piloter ta boîte, une fois que tu as compris que ça pouvait servir à ça, c'est vachement bien pour orienter ton regard, quoi. Merci beaucoup. And now, Christophe. Merci Christophe. Un autre membre de l'Institut Lean France et membre du Relais Lean PACA. Donc désolé, je suis celui qui retarde l'accès au cocktail, mais je vais essayer de faire court. Je voulais juste revenir sur la journée d'aujourd'hui. Notre objectif, c'était, avec ces journées, c'est de créer un espace où on vient apprendre tous ensemble. Donc, ce que j'espère, c'est que vous avez appris quelque chose. Oui, merci. Bon, Julie m'a donné un gage. Elle m'a dit d'essayer de vous dire ce que moi j'ai appris, de résumer la journée. Alors, je vais retenir trois apprentissages, 3 choses que j'ai appris. Tout le monde a parlé et a mis au cœur de la journée le Lean égale faire grandir les gens, faire grandir les collaborateurs, développer les gens par l'apprentissage, apprendre à voir, apprendre à résoudre des problèmes, apprendre à partager. Voilà. Et puis Christophe nous a toujours rappelé, si on fait ça, c'est pas parce qu'on est sympa. Il posait toujours la question, et l'argent là-dedans. Voilà. En fait, former les collaborateurs, le Lean, c'est former les collaborateurs parce qu'on pense que c'est la stratégie gagnante. On ne fait pas ça parce qu'on est sympa. Mais comme en plus ça permet d'être sympa, c'est une stratégie qui nous plaît bien. Donc voilà, ça c'est mon premier apprentissage. Deuxième, qui était moins tendu, j'ai entendu souvent aussi, le Lean c'est créer de la relation et de la collaboration, mais un par un. On a parlé à chaque fois des collaborateurs qui étaient en bas du temple, et puis des clients qui étaient en haut du temple. Et à chaque fois, les gens nous ont dit, c'est un plan pour chaque personne. Je vais chercher chaque collaborateur, il faut que je fasse attention à chacun. Et je ne peux pas avoir une grande stratégie globale en espérant que ça fonctionne avec tout le monde. Il faut que j'aille chercher les personnes une à une.
Et au niveau des clients, c'était la même chose. Tu as dit, ben, les clients, c'est pas des parts de marché, c'est pas des segments, c'est pas des généralités, c'est chaque client. Et même chez chaque client, tu allais chercher chaque interlocuteur pour créer de la relation. Et le Lean, c'était créer de la relation. C'était aussi intéressant. Et puis, le dernier point aussi, ce que j'ai trouvé, c'est que les quatre speakers, je vous remercie, ont personnalisé ou personnifié ou, une chose de manière très très forte, c'est le Lean, ça commence par soi-même. J'ai vu 4 personnes qui cherchent à se développer, dont le cerveau est en ébullition permanente, qui cherchent à apprendre, qui cherchent des questions en permanence. Et donc le Lean, ça commence par soi, ça commence en faisant, et ça ne se délègue pas. C'est la 3e leçon que vous m'avez redonnée aujourd'hui, et je vous en remercie. Donc merci à tous. Je voulais une invitation avant d'aller boire un coup. Donc c'est le relais Lean PACA. On a co-organisé cette journée. Je voulais vous en dire 2 mots. Et si vous avez appris aujourd'hui, et si ça vous a donné envie de continuer à explorer, eh bien venez nous rejoindre. Le but de notre association, c'est une association à but non lucratif, c'est de créer des espaces où, alors peut-être que si j'utilise le mot co-développement, je vais le galvauder parce que c'est techniquement faux, mais en tout cas où on vient apprendre ensemble, voilà, comme aujourd'hui. Je voulais juste vous donner un autre exemple, une formule que l'on a où on vient apprendre ensemble. C'est des entreprises, créer des petits groupes de 5 à 6 entreprises, et sur une année, elles vont s'accueillir tour à tour, les unes, les autres, et durant une journée, on visite l'entreprise et en échange, on réfléchit autour d'un thème, d'une problématique que l'entreprise accueillante a choisie. Et ce faisant, il n'y a pas de sachant, on est tous ensemble et on apprend tous ensemble. On essaie d'approfondir notre connaissance du Lean et notre pratique. Voilà. Donc si l'aventure vous tente, contactez-moi là lors du cocktail et puis on peut en discuter. On a parlé aussi de l'Institut Lean France, qui propose aussi d'autres lieux d'apprentissage. Allez voir sur le site de l'Institut Lean France. Il y a des webinars, il y a des conférences, il y a de la ressource si vous souhaitez. Voilà, et donc première invitation au relais Lean PACA, deuxième invitation, allons boire un coup. Vous l'avez bien mérité pour nous avoir écoutés pendant 4 heures. Merci. Bah voilà, moi je suis